Donc je savais que ça serait pas facile en fait d'aborder la question que je souhaitais aborder. Et du coup, je vais prendre 5 minutes pour essayer d'introduire une sorte de nouveau vocabulaire parce que je pense que je vais être un petit peu en décalage, notamment sur le travail. Donc le travail dont je vais parler, c'est un travail sensiblement différent, je pense, de celui qui a pu être, je crois, évoqué. Il se situerait plutôt du côté du travail vivant par rapport au dernier exposé. Mais avant de faire cette petite introduction, je voudrais savoir, parce que ça a une petite importance, qui dans la salle est plutôt de, comment dire, j'allais pas dire d'obédience, mais sciences humaines et sociales, s'il vous plaît. Je vois à peu près les répercussions, oui. Et sciences dures, donc une majorité de sciences dures. Donc c'est très bien, je vais pouvoir m'appuyer sur les différents exemples que je voulais mobiliser finalement. Donc effectivement, le travail dont je vais parler, c'est plutôt le travail vivant. Et si je commence peut-être par une explication en me situant plutôt du côté des sciences humaines et sociales, je reviendrai à l'ergonomie. Et donc l'ergonomie, vous savez ce que c'est une petite province toute petite, mais dans laquelle on s'intéresse à l'activité, justement. Donc on rentre par l'activité et en définitive, on définit le décalage, notamment, enfin on imagine aussi que c'est un résultat de recherche, le décalage entre le travail prescrit et le travail réel. Et le travail prescrit, eh bien, c'est en général celui dont on parle exclusivement. C'est-à-dire c'est ce qu'on doit faire, les objectifs, justement les résultats, les brevets, l'organisation du travail, l'organisation du travail formel, les organigrammes, on est maître de conférences, enfin bon, ce genre de choses. Et travail réel, a priori, c'est une grande suffisance, hein, je pense, de vouloir parler du travail réel, j'en ai conscience, mais le travail réel, ça serait en fait ce dont on ne parle pas et ce qu'on fait en réalité pour pouvoir, tant bien que mal, satisfaire les objectifs ou faire semblant de croire ou de faire croire que l'on satisfait les objectifs. Et ça, en fait, c'est des résultats d'intervention qui ont pu être réalisés dans des endroits où on pense qu'effectivement, il n'y aurait pas lieu d'avoir cette, entre guillemets, cette dichotomie. Par exemple, sur la chaîne de montage de voitures. Alors, un exemple célèbre dans le domaine artistique, cinématographique, c'est Les Temps modernes de Charlot. Mais c'est aussi vérifié dans des secteurs où il y a des contraintes de sûreté ou de sécurité très fortes et où, en définitive, ce décalage y revient souvent par des presque accidents ou des incidents ou des choses comme ça, et à l'occasion desquels on est obligé de se livrer à des analyses et on s'aperçoit que les gens ne font pas ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Voilà. Mais ils ne le font pas par rébellion, ils le font parce qu'ils doivent le faire pour pouvoir faire leur boulot, en fait. C'est leur travail. Donc ça c'est une première... donc là j'ai essayé de poser un peu gentiment la façon dont je vais aborder la question du travail. Si j'ai demandé aussi de savoir s'il y avait des personnes des sciences dures, parce que, évidemment, on est du côté du travail formel d'un côté. Et on a parlé des ingénieurs. Les ingénieurs, quand ils sont formés, qui vont en général dans les classes prépa, tout ça, ils ont fait beaucoup de mathématiques, ils sont du côté, en fait, des savoirs institués, des apprentissages formels, et ils vivent beaucoup dans le monde formel. Et ils font aussi beaucoup de choses que les autres font, hein, d'ailleurs, de la modélisation. Notamment, ils utilisent des modèles, et ces modèles, en définitive, ils peuvent arriver, alors c'est pareil pour les autres, hein, en sciences humaines et sociales, on a plein de modèles, évidemment, et on les utilise. Les modèles sont utiles pour pouvoir penser, approcher la réalité, si on pense qu'on n'est pas capable, effectivement, d'atteindre cette réalité. C'est des outils pour penser, pour l'approcher, pour capturer une réalité. Mais en général,
on n'arrive pas à capturer la réalité complètement, évidemment, et on parle de validité des modèles. Et on s'intéresse aussi à vérifier, valider, ou en tout cas aller se rendre compte qu'en définitive, eh bien, les modèles ils sont quand même en défaut. Et lorsqu'ils sont vraiment en défaut, eh bien, on essaye, parce qu'on s'intéresse finalement à des phénomènes autres, qu'on n'arrive plus à attraper avec ces modèles-là, on essaye en définitive d'en inventer d'autres, de les prolonger. Par exemple, dans le cas des théories, ben, c'est quand on passe du monde de Newton au monde d'Einstein. Voilà. Et en faisant ça, je vous parle du temps, puisqu'on est passé d'un côté d'une conception du temps où tout était fixe, quelque part, à une conception du temps où les objets, en tout cas, deviennent un peu plus mous, et où le temps, il intègre la position de l'observateur, et des choses un peu plus molles, en définitive, en passant d'un modèle à l'autre. Voilà, alors si je reviens à nos affaires, le travail dont je vais parler, c'est un travail, en fait, qui, de toute façon, il est vivant, mais il nécessite forcément de s'engager subjectivement. Donc cette subjectivité, elle est aussi le signe de notre, comment dire, de notre présence, de notre engagement corporel, et aussi qu'on s'intéresse non seulement à ce que l'on fait, mais aussi dans ce que l'on fait, on regarde ce que cela nous fait de faire ce que l'on fait. Et là apparaît non seulement effectivement la perception du temps, ce temps subjectif dont je vais vous parler, qui a un rapport avec l'organisation du travail, mais aussi les dimensions de la santé. Voilà, alors pour vous parler de ça, c'est pas si facile que ça, il faut des dispositifs particuliers, et si je voulais revenir dans le passé, ça serait compliqué, j'ai pas de courbe à vous montrer, alors je vais en passer par un intermédiaire, un psychologue, je pense un très bon psychologue, même s'il est connu comme d'abord étant un économiste et un sociologue, c'est Max Weber, et je vais revenir pour commencer, à ce qu'il disait du métier de savant au début ou à l'issue de la Première Guerre mondiale. C'est très intéressant, c'est un texte d'actualité et qui peut-être nous permet de voir que les questions que nous nous posons, eh bien, elles étaient déjà d'actualité à l'époque. En tout cas, lui, il en parle. Ce faisant, ça nous permet aussi peut-être de discuter cette thèse donc sur la rationalisation et du travail, la rationalisation tout court ou la rationalisation même du travail de recherche. Et ensuite, je reviendrai sur des transformations plus récentes qui ont été décrites dans les sciences sociales, et notamment du travail de la recherche, de l'organisation de la recherche, et pour pouvoir également continuer à discuter cette question de la rationalisation, et plus spécifiquement peut-être de l'optimisation. Ensuite, c'est à ce moment-là que je prendrai le temps de prendre le contre-pied que j'ai essayé d'introduire, en revenant sur le temps vécu, le temps de la recherche pour certains, à partir de là, en m'appuyant cette fois-ci donc sur des enquêtes, et à partir de là, à interroger ce que ça signifie pour la conception du métier. Alors, si je repars du texte, donc c'est en 1919, c'est un texte, si vous le procurez, il est vendu aussi avec une autre conférence sur le politique, donc c'est d'actualité. Donc là, c'est une conférence sur le savant, et c'est après la défaite allemande, Première Guerre mondiale. Donc il donne une conférence sur le métier de savant. C'est un économiste, et un économiste s'intéresse d'abord aux conditions concrètes. On n'est pas du tout dans l'abstrait. Il s'intéresse aux conditions concrètes externes. Comment se présente le métier de savant au sens concret du terme? Comment se présente la situation d'un étudiant à l'époque qui a terminé ses études et qui est décidé à faire de la science son métier? Alors, moi, je trouve intéressant de noter que son analyse, elle part déjà de la comparaison. Nous dirions le benchmarking aujourd'hui de la situation allemande, et donc il compare la situation allemande, on pourrait dire peut-être la situation européenne, mais il ne serait pas difficile de parler de la situation européenne, au moins continentale. Et son pôle contraire, pour lui, eh bien, c'est la situation nord-américaine, états-unienne, bien évidemment. Le système allemand était, selon Weber, un système d'habilitation, de cooptation, où l'apprenti professeur pouvait jouir, au moins en théorie, d'une certaine liberté quant au choix de ses thèmes de recherche. Le prétendant, il devait atteindre
certaine période, avant de pouvoir décrocher une habilitation et obtenir ensuite un poste de professeur. Je pense que ça nous parle. Ah, petit détail, pendant toute cette période, il ne touchait pas de traitement. Il n'était pas payé. Weber précise que les étudiants pouvaient donner de l'argent pour le rémunérer. Pour cet apprenti professeur, mais aussi pour l'université, l'enjeu principal de cette période était de remplir les bancs de l'université. Donc ce n'était pas Paris-Saclay, mais ça pouvait y ressembler. Il fallait gagner ce marché. Je parle de façon un peu anachronique, alors que Weber précise bien que cet objectif dépendait de la proximité d'autres spécialistes susceptibles d'attirer les étudiants. Pour se différencier des opérations commerciales étaient organisées, pour fêter la 1000e inscription, j'invente rien, c'est écrit, ou la 2000e, et ainsi de suite. L'université allemande était, pour reprendre les mots de Weber, une plutocratie qui conservait une certaine efficacité du fait de l'importance du hasard et même de l'arbitraire. Dans ses régulations, notamment le recrutement des professeurs. Ça, on pourra y revenir, si vous le souhaitez, même si ce n'est pas trop le sujet. Il fallait être capable non seulement de vivre des années sans traitement, non seulement de voir des collègues considérés comme médiocres obtenir des habilitations et des postes pour services rendus et continuer à attendre, non seulement de prendre en charge des enseignements de seconde catégorie, mais aussi d'être confronté à la double contrainte de l'enseignement et de la recherche. Il fallait faire les deux, et comme le détaillait Weber, l'enseignement nécessitait alors des qualités commerciales pour assurer un nombre d'inscrits suffisant, mais aussi des qualités de pédagogie rarement présentes dans la même personne avec les qualités de la recherche. Alors aux États-Unis, la situation était très différente. Pour l'assistant américain, il n'y avait pas de problème d'habilitation, ce n'était pas à l'ordre du jour. Il était le salarié d'une entreprise d'enseignement et de recherche. Il bénéficiait en fait de fait d'une relative stabilité de l'emploi, recevait un salaire équivalent à celui d'un ouvrier non qualifié, devait être préparé à être remercié un certain nombre de fois sans aucun ménagement pour pouvoir assurer une charge de cours beaucoup plus importante que celle de l'assistant allemand. Donc Weber parle de surcharge d'enseignement, alors que le professeur titulaire dont dépendait l'assistant américain n'avait en charge que 2 ou 3 heures de cours par semaine. Je ne sais pas si à l'époque il pouvait rémunérer un praticien pour faire les cours à sa place. Donc il prenait en tout cas les cours probablement les plus intéressants. Face à l'organisation donc de l'université allemande, organisation plutocratique, et à sa tradition aristocratique, Weber dressait le portrait d'une organisation bureaucratique de tradition capitaliste pour l'université américaine. Et donc, en Allemagne, l'atmosphère des vieilles traditions était encore très présente, mais un nouvel esprit bien différent soufflait, qui annonçait la bureaucratie, peut-être devrions-nous parler aujourd'hui d'optimisation, des universités allemandes et la prolétaroïdation de l'assistant allemand. Ce dernier se verrait, comme partout où s'implante l'entreprise capitaliste, couper des moyens de production, excepté ceux que le capitalisme d'État lui permettrait d'utiliser. Il serait alors réduit à n'être que l'employé d'une entreprise sous la coupe d'un patron, le directeur de l'institut, qui considérera de bonne foi devoir le diriger comme bon lui semble. Donc dans le contexte actuel, la perspective de cette évolution, qui était pour Max Weber quelque chose d'inévitable, quelles que soient les disciplines, même les plus artisanales, serait pour beaucoup de nos collègues, je pense, comparable à la peur de voir le ciel nous tomber sur la tête. Alors, ces derniers temps, enfin il y a quelques années, on a pu noter, donc, notamment chez certains auteurs, toute une activité pour inlassablement observer, typifier, décrire, requalifier, théoriser les mutations du capitalisme ces dernières années. Donc le capitalisme est devenu cognitif, il réclame toujours plus de ressources cognitives, il est aussi devenu financier, il réclame plus de rendement. Son esprit est nouveau, sa capacité d'incorporer sa critique est attestée, il est mondialisé, voire globalisé, il est triomphant. Enfin, il demeure capitaliste, et cela s'empire, si j'ose dire, car le niveau de concentration donc, du capital, ça c'est une thèse il n'y a pas longtemps que vous avez pu entendre, serait aujourd'hui de nouveau en croissance, comparable à celui des années 1900, là où je voulais en venir. C'est l'intérêt de la question posée, donc c'est Piketty notamment, qui diagnostique une situation différente du régime que nous avons connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans cette concentration accrue du capital et l'inversion des rendements entre capital et travail. Il n'est peut-être pas donc inintéressant de prêter l'oreille dans ces conditions à ceux qui, depuis des années, décrivent ce qu'ils appellent les nouvelles méthodes et organisations du travail qui seraient déployées dans les grandes entreprises, diffusées par des réseaux de consultants,
instrumentés par des techniques qui trouvent leur base théorique dans la recherche de l'optimisation de la performance, de l'efficacité. Encore faudrait-il savoir de quelle performance et de quelle efficacité il est question. Je pense que ça aussi c'est une question importante, c'est de quelle performance, de quelle production, de quelle efficacité parle-t-on. Ce que je vous propose de retenir donc pour notre propos, c'est cette croyance dans les vertus de l'optimisation, dans la rationalité du choix optimal, en fonction de critères rendus d'autant plus objectifs qu'ils ont été, par exemple, numérisés, ce qui permet de les mesurer. On a un temps fixe, numérique, qu'on peut mesurer, et donc comme on peut mesurer, on peut l'optimiser après l'avoir agrégé. Donc pour prendre des décisions qui auront donc des conséquences sur l'activité d'être humain dont on ne partage pas le destin. Alors je me permets une dernière petite incise concernant cet idéal d'objectivité et de neutralité. Je pense que dans cet idéal et dans ce mouvement-là, il y a un peu une réponse, en tout cas quelque chose à discuter sur la difficulté qu'on peut avoir, par exemple dans notre milieu, à aborder ces questions-là de travail. Justement par rapport à une enquête dont Philippe, le précédent orateur, a parlé. Donc, dernière petite incise par rapport à cet idéal d'objectivité-neutralité. En fait, il est réalisé à titre individuel par une population particulière d'êtres humains. Ces êtres humains, ce sont les personnes qui sont cérébro-lésées et dont un auteur en biologie, un psychiatre, a rendu compte du comportement et des décisions. Ce sont des personnes en fait qui ont des capacités cognitives complètement, préservées, mais on a pu montrer que leurs décisions pouvaient être absurdes, bien qu'ils soient justement intellectuellement très performants, au point d'être contradictoires avec leur intérêt propre, alors qu'ils ont une connaissance effective d'un point de vue cognitif des situations qui leur sont proposées. En fait, pour résumer, la thèse d'Amasio, c'est rationalité instrumentale, capacité cognitive préservée, mais affectivité absente. Et ça produit des décisions absurdes. Alors certains travaux, je reviens à nos histoires, parlent de New Public Management pour argumenter en faveur d'une diffusion de nouvelles pratiques de gouvernement des hommes et des femmes du secteur privé des grandes entreprises vers le secteur public. Donc en France, on a pu parler de la loi LOLF et LRU et puis d'autres instances qui ont pu se mettre en place. Un certain nombre d'instruments semblent là pour garantir, récompenser l'excellence des recherches entreprises dans les équipes de recherche. Auparavant, il n'était pas question que l'activité de recherche des chercheurs et des enseignants-chercheurs soit établie selon une norme, l'excellence scientifique, qui puisse se mesurer de telle sorte que l'on puisse agréger les indicateurs au niveau individuel, au niveau d'une équipe, au niveau d'un laboratoire, au niveau d'une organisation de recherche. De telle sorte que la compétition puisse être établie entre ces différents niveaux pour l'obtention des moyens de recherche, pour attirer les talents, pour l'enseignement et la recherche, pour faire venir les étudiants en provenance de pays émergents venus d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Alors je vous ai donné là une interprétation des évolutions du travail, un peu implicite, du chercheur sous le signe de l'optimisation, un peu comme celle que Taylor a initiée il y a maintenant un siècle en faisant la chasse à la rêverie des ouvriers. C'est une conception du travail de la recherche dans laquelle la production scientifique doit être augmentée, optimisée. Pour cela, on peut la mesurer par des procédures d'assurance qualité, mais aussi par la bibliométrie, de façon à caractériser cette production. Ce sont des papiers, des brevets, mais c'est aussi une norme, l'excellence. Le temps devient compté du fait de la division du travail entre ceux qui cherchent et ceux qui valorisent les résultats scientifiques. Ce temps est contraint car il y a intensification du travail qui est permise parce que l'on peut compter la production. Il y a aussi déplacement du métier, ce qui signifie, on a parlé de tâches annexes et diverses. Il y a aussi déplacement du métier, ce qui signifie que de nombreuses autres tâches viennent en plus du travail initial. Ce déplacement, ce n'est pas que la gestion de projet, c'est également le reporting. Il y a aussi intensification, quand on est amené à changer fréquemment d'activité, à renouveler ses objets de recherche, à prendre en charge des activités que l'on ne souhaitait pas prendre en charge au regard de ses valeurs de métier. L'équilibre, ce n'est plus comme du temps de Weber, l'équilibre entre l'enseignement et la recherche, c'est l'équilibre entre l'enseignement, la recherche et puis un autre métier, entrepreneur ou gestionnaire ou autre. Néanmoins, dans tous les métiers, les activités ne peuvent pas se réduire à la poursuite d'objectifs instrumentaux ni à une typologie prédéfinie. En effet, c'était mon point de départ, pourquoi il y a cette apparition du travail réel, si je puis dire, aussi, c'est parce qu'il faut faire face aux imprévus, aux irrégularités des situations de travail, et il est aussi nécessaire d'inventer des solutions ad hoc
qui nécessite justement d'y mettre du sien, parce qu'elle n'existe pas, et puis il faut probablement la produire sous contrainte de temps, dans le processus de travail. Cet engagement de la subjectivité, il est bien connu, c'est l'une des explications des échecs des différents programmes de recherche qui cherchaient à établir des tableaux de psychopathologie en identifiant des tableaux cliniques en relation avec des conditions de travail sur le modèle des maladies professionnelles somatiques. En réalité, ces approches, elles ont échoué car elles oubliaient un intermédiaire essentiel, la subjectivité, entre d'un côté la santé, de l'autre l'organisation du travail. Car même si on n'en a pas conscience, on est préoccupé par son travail. Il nous arrive de partir du boulot avec un sac plus lourd que l'on croit, un sac rempli de problèmes. Il nous arrive alors parfois d'avoir du mal à dormir ou d'être irascible avec les enfants ou avec le ou la conjointe, avec le chien qui lui n'a pas grand-chose à dire si on passe ses nerfs dessus. Et puis parfois on dort bien, quelquefois on se réveille en ayant la solution, on a travaillé en fait, en ayant la solution à nos difficultés, ce sur quoi on butait au petit matin, on ne bute plus dessus. C'est vrai pour les chercheurs, c'est vrai aussi pour les artistes. J'ai écouté dernièrement en fait un architecte assez connu qui rendait compte de ses moments de créativité. Eh bien c'était en dormant. C'est vrai aussi pour tous les travailleurs, comme je le disais, en revenant sur l'évolution de la psychopathie du travail. Mais pour considérer cela, il faut voir qu'il existe un autre métier de chercheur que celui qui est décrit, justement, donc, on est du côté du travail, pas du prescrit, pour obtenir les financements, se promouvoir et recruter, le métier différent de celui qu'on essaye d'objectiver. Ce métier différent est un métier invisible au sens où sa manifestation, elle nécessite d'être sensible à d'autres dimensions qu'on aurait du mal à objectiver par la mesure quantitative. C'est la curiosité, l'endurance, l'autonomie, le désir de connaître et comprendre, équilibre entre intuition et rigueur. Je vais m'appuyer sur des verbatims issus notamment de travaux d'enquête, notamment à la demande d'une grande institution de recherche fort connue, je ne donnerai pas le nom, mais qui est très connue. Et voilà, et donc je remercie pour cette enquête, notamment les collègues du CNAM, qui ont pu participer à cette enquête ou qui ont participé au processus d'intervision, supervision, et également tous les personnels des laboratoires de recherche ou de l'administration qui nous ont permis de faire cette intervention. Voilà. Donc il faut le désir de connaître, la ténacité dans le désir, la formation vient après. C'est un processus d'intervention en collectif, hein, donc c'est des tours de parole. C'est dur quand cela ne marche pas. C'est un équilibre entre intuition et rigueur. L'intuition, on l'a, la rigueur, cela se travaille. On voit tout de suite qui est fait pour la recherche, aux qualités d'attention, proposition de faire un montage spécifique. Parfois il faut y aller, d'autres fois non. Il faut une appropriation du sujet, être moteur, être allé chercher des infos là où on pouvait trouver l'info, trouver l'erreur. C'est ton sujet, tu en es responsable, cela t'appartient. Sans appropriation du sujet, ils subissent. Bon technicien mais pas chercheur, il faut s'investir, habiter un sujet. Je m'excuse s'il y a des IT dans la salle. C'est pas que péjoratif, c'est aussi que, parce qu'il y a des IT qui feront beaucoup de recherche et des chercheurs qui en font moins, donc c'est aussi que le métier ne s'appuie pas que sur la technique. C'est un métier où l'insécurité est la règle, parce que, là c'est moi qui le commente, parce que par exemple dans certaines disciplines en sciences expérimentales, les techniques évoluent trop vite. Mais aussi de façon générale, parce que les carrières ne sont pas gérées, qu'il faut accepter d'être remis en cause, il faut aussi savoir durer et acquérir le métier. Ce que nous disent aussi les collectifs, il faut apprendre à bien vieillir dans ce métier, il faut avoir avantage à bien vieillir. Les doutes s'atténuent avec le métier, on finit par sentir le truc bien solide, on ne va pas dans cette direction, c'est une acquisition non rigide, on sait s'il faut y aller ou pas, et aussi quand il faut abandonner cette idée. Donc ce ne sont pas des faits et des gestes que l'on viendrait contrôler avec une métrologie précise, la vérification rigoureuse d'une horlogerie, de son amplitude, de sa régularité, de ses points de passage obligés. C'est une façon de se comporter, de sentir, d'être au monde qui nous renvoie à la souplesse du gymnaste, c'est à quoi j'ai pensé, plasticité du corps. Le corps, à ce que nous écoutons, déborde de ses limites. Et la question des limites, je pense, est importante. Car nous ressentons alors plus que nous ne comprenons, donc ces mouvements-là. Ainsi, l'un des chercheurs qui nous parle dans les collectifs, il s'anime tout d'un coup d'un autre mouvement pour donner à voir finalement comment apparaît une hypothèse, comment apparaît un résultat. À l'issue de ces réunions de travail, cette scène évoquera donc pour nous en fait l'image de
peut-être d'un poulpe, de quelque chose qui, en tout cas, qui est capable d'aller palper au loin, au sein d'une communauté de recherche et de ses travaux, l'intérêt d'une idée de recherche. C'est une expertise située. Pour étonnant que cela puisse paraître, on va pouvoir accueillir sans sourciller que notre métier de chercheur est par définition un métier infini si on ne met pas de limites. Il faut donc se mettre des limites. Les enfants, la famille, donc le temps hors travail, pour reprendre d'autres catégories, les congrès, les voyages sont autant d'occasions de mettre des limites. Donc cela permet de se mettre au repos pour pouvoir travailler. Ces limites, elles permettent d'organiser des décrochages qui apparaissent nécessaires à la créativité ordinaire dans le travail, mais l'organisation du travail de la recherche n'est pas étanche. Il n'y a évidemment pas d'étanchéité et c'est heureux. Car les idées, elles viennent n'importe où, dixit. Les dames en se maquillant, les messieurs en se rasant. C'est l'expérience donc de la recherche et de l'intuition, c'est une dame qui parle. Et les dames qui ne se maquillent pas, elles ne trouvent pas alors? Ça vient n'importe où. Et les hommes ils ne se rasent pas. Ça vient n'importe où. Pour être chercheur, il faut se raser. C'est moins viril que Weber qui avait des idées en se baladant dans la forêt ou en regardant un feu. C'est l'expérience de la recherche et de l'intuition, très éloignée de la conception, donc qui préside à l'évaluation gestionnaire donc de processus instrumentaux et à l'établissement de la science normale, l'excellence. En ce sens, ce que nous entendons, c'est à rapprocher des travaux d'Alvarez. Alvarez, c'est une ancienne thésarde de Yves Schwartz. Yves Schwartz, c'est un spécialiste, un philosophe, spécialiste aussi du travail, et qui est à l'origine d'une approche de l'ergologie. Donc, qui caractérisait donc elle, c'est une dame, Alvarez, excusez-moi, un travail occulte, alors que certains physiciens, ce sont des physiciens brésiliens, décrivaient de tels états. Nous pourrions les qualifier d'états de conscience modifiés. Ces physiciens, quant à eux, évoquaient, selon Alvarez, des états entre spontanéité et démence, comme constitutifs de leur travail de production d'idées. Le temps noble en physique est celui de définir le problème, donc on n'est pas dans la résolution. C'est le travail occulte de localisation du problème. Les personnes qui travaillent dans le domaine de la science doivent formuler des questions. C'est celui-ci, le temps noble, qui est un travail occulte. La parole que j'allais prononcer était cette tranquillité. Cela n'a rien à voir exactement avec les moyens. Les moyens existent pour que vous mettiez en pratique votre idée. Mais vous ne savez pas quand l'idée va surgir, il est impossible de le dire. Rester assis 8 heures en train de travailler, ce n'est pas comme cela que l'on produit des idées neuves. L'idée est un mécanisme qui révèle en partie de la spontanéité et en partie de la démence. Bon, en fait, c'est un travail, mais bon. Le travail obscur, caché, est également un travail de création. Travail de création, on n'arrive pas à l'accompagner. Parfois, il y a un problème. Comment est-ce que l'on comprend cela? On reste longtemps en train de réfléchir, et ensuite on comprend, et tout cela devient clair. Très bien. Alors, ce temps de la recherche, il est lié à l'écoute. L'écoute, c'est aussi une disponibilité psychique. Pour être attentif à ce travail invisible, savoir écouter son corps, identifier des idées, reconnaître l'inspiration, comme notre architecte, comme Newton, comme n'importe qui, savoir reconnaître les idées quand elles arrivent, nous n'aurons pas la chance de nous balader en forêt, comme Weber, ou de recevoir une pomme sur la tête, comme Newton. L'écoute, c'est aussi le sens de la dissonance. Donc il y a une certaine conception de la recherche dans laquelle on vérifie toujours que ce que l'on fait est toujours vrai. On accroît le paradigme. Mais parfois le paradigme, il est faux, souvent. Du temps d'Einstein, on savait que la mécanique de Newton était en défaut. On ne pouvait pas ne pas ignorer que la théorie était infirmée. On ne pouvait plus vérifier. Mais l'écoute, c'est devenir sensible à des différences que si l'on va trop vite, si l'on suit le mouvement conformiste, n'apparaissent pas. L'écoute, ce n'est pas une question d'oreille, vous l'avez compris, mais ce n'est pas non plus une question d'observation. Quand ce chercheur géologue me confiait, il était dans les caves d'une grande université et il s'intéressait à ces cailloux, c'est ça qui lui plaisait. Quand ce chercheur géologue me confiait qu'il fallait un long temps d'observation pour pouvoir voir un profil géologique, c'est d'abord un temps d'observation long et patient de l'esprit, de la subjectivité, pour que ce qui est invisible devienne visible au regard exercé du chercheur. Parce qu'il, lui, l'a incorporé du métier dans son corps. Cela est vrai en psychologie comme dans les sciences de la nature, et pour voir avec ce regard-là, il faut un autre temps que le temps compté. Il faut le temps psychique, le temps d'élaboration psychique, parce que, vous l'aurez compris, pour l'inconscient, qu'il soit freudien ou autre, au sens où nous l'entendons, le temps n'existe pas. Il est intéressant de noter ici que c'est bien une conception métaphysique du temps, la nôtre, donc Einstein, c'est pour ça que j'ai pris ces exemples-là, remis en cause, puisque le temps donc dépend de l'observateur, de sa vitesse relative, etc. Enfin, dans nos sciences du travail, où on essaie d'intervenir dans des milieux de travail, les dispositifs que nous mettons en place sont basés sur l'écoute et la parole. Cette capacité de discerner dépend de la parole.
Pour qu'une écoute advienne et que l'on puisse réellement parler de travail et d'intimité du travail, il faut se risquer à une parole qui ne soit pas simplement un discours, mais on parle de tout, sinon on parle de tout, sauf du travail et de son intimité. Et il faut du temps, et le temps de la confiance aussi. Je parlais de créatifs extraordinaires dans le domaine artistique, il y en a aussi dans les sciences. Donc, rappelons-nous donc, que Newton aurait déclaré avoir inventé la théorie de la gravitation en y pensant tout le temps. Il y pensait tout le temps, lui. La légende dit qu'il aurait fait cette découverte en ayant une inspiration, donc lorsqu'une pomme lui serait tombée sur la tête. Il est probable que l'inspiration géniale, pour Newton comme pour notre architecte créatif, comme pour chacun d'entre nous, elle vient de surcroît, en y pensant tout le temps, même si on n'a pas forcément conscience que ça nous travaille. Alors cette affaire, ce n'est pas qu'une question d'efficacité ou de créativité ou de productivité, il y a aussi une question de santé. Weber notait que lorsqu'il mettait en garde les étudiants devant l'étendue des sacrifices qui étaient alors demandés aux assistants, la réponse des étudiants tournait invariablement autour de la vocation. Il remarquait que malgré la vocation, eh bien, les sacrifices demandés avaient des conséquences importantes sur la vie intérieure des assistants et des professeurs, la vie d'âme. Au-delà de la vocation, Weber n'attribuait pas à la science et au métier de savant un sens qui permet de compenser ces sacrifices-là. Mais au-delà de la santé, c'est-à-dire la capacité d'agir sur les situations de travail, de ne pas rester dans une posture agentique ou passive, cette santé, elle se joue dans les marges de manœuvre que l'on se crée. Donc c'est bien une affaire de créativité, de subversion ordinaire dans le travail de recherche, et le temps a quelque chose à voir avec cela. Alors pour terminer, je vais faire assez vite, il semble important donc de s'interroger sur les limites d'une conception de l'activité de la recherche qui serait essentiellement utilitaire, cognitive, optimale. Ces limites apparaissent si on considère que l'activité stratégique de la recherche n'est pas une fin en soi. Le travail est en situation, dans un corps, et c'est un travail affectant et où nous sommes tous engagés, notre subjectivité notamment. Et cet engagement, c'est pour ça que je ne suis pas très surpris, même si c'était assez impressionnant de dire qu'un tiers des personnes d'une unité pouvaient avoir des affections somatiques ou psychologiques qu'elles estiment en relation avec le travail. Mais cet engagement ne va pas de soi. Pour pouvoir s'engager, la subjectivité doit aussi se protéger. Quand on essaie de résoudre une question, quand on s'attaque à un problème, quand on parle en public, comme je le fais, il faut se protéger. C'est une des raisons de la pertinence de la slow science. Donc j'anticipe un peu. Il est important de se hâter lentement, de prendre ainsi son temps, comme le travailleur manuel expérimenté sait économiser son corps, comme le sportif de haut niveau alterne période de ralentissement et période d'accélération. Il faut savoir freiner pour pouvoir aller vite. Ce sont des métaphores qui traduisent que le temps, le travail et l'organisation du travail ne sont pas des objets que l'on optimise. La disponibilité psychique n'est pas un objet que l'on optimise. L'écoute n'est pas un objet que l'on optimise. Cela nous amène à la question du sens. Donc pour Weber, c'est la lucidité virile qui permettait au savant de sauver son intellect, tout en éclaircissant les raisons de faire certains choix, dans un monde qui, en dehors de cette cité académique, est resté polythéiste. Alors, polythéiste, ça veut dire non rationnel, au sens de non objectif et de non rationaliste. On revient à cette conception de la science objective et rationaliste. Mais un irrationalisme, donc en dehors de la cité scientifique, déclinant sous les coups de boutoir du progrès asséné par la science. Alors peut-être devrions-nous nous intéresser alors au type de rationalité à l'œuvre dans les métiers de chercheurs, à la fois pour trouver un sens au-delà de la déconstruction du sens et de la stratégie, un sens pour des pratiques peut-être moins exigeantes du point de vue des conditions objectives et subjectives d'exercice de ces métiers. Il y a quelque part une difficulté à justifier autant d'efforts à partir d'un effort de rationalisation, donc au sein de la cité scientifique, pour éclairer les choix de nos passions en dehors de la cité scientifique, c'est-à-dire dans l'espace politique, social, voire intime. Comme si le système scientifique était devenu totalement autonome. Il me semble que les dieux, donc ces passions, n'ont jamais cessé d'y régner, mais que la meilleure façon de les apprivoiser, c'est encore de les reconnaître. Ainsi, c'est bien de la reconnaissance d'un certain métier de la recherche scientifique dont il est question, celui de l'élaboration des idées et des intuitions. Le retour des dieux dans la cité scientifique supposée athée, dont il est question ici, c'est la reconnaissance de nos pratiques d'une rationalité qui n'est pas objective, sous-objective, de l'intelligence humaine. Des pratiques de recherche qui, pour être efficaces, ne doivent pas être optimales au sens de l'organisation scientifique du travail. Hop, je vais y arriver. Et j'ai terminé.
ni au sens de la rentabilité financière d'un investissement économique dans l'économie de la connaissance, comme au sens de l'allocation des ressources. Voilà, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? C'est pas une question, mais comme j'ai été marquée par le questionnaire et le travail. Vous étiez là depuis ce matin? Oui. Donc par le questionnaire, le travail sur le questionnaire, je suis choquée, j'ai un choc par le fait que cette dimension que vous traitez, on ne l'a pas eue. On l'a eue par la négative. Tout à fait. C'est-à-dire Non, vous l'avez eue par la négative. On l'a eu par l'absence, par oui. le vide. Et il y a une des formules que vous avez dites qui me trouble, pour la façon dont elle est tellement inenvisagée dans les réponses des collègues, ou par le vide là encore, vous dites, c'est un métier infini si on ne met pas de limite. Oui, c'est pas moi qui le dis. Enfin non, c'est les collectifs. Voilà. Oui, parce qu'en plus vous avez fait des verbatims. Oui. Donc, je pense que les réponses des collègues dépendent aussi des questions qu'on leur pose et que il y a une ou deux personnes dans les réponses au questionnaire qui ont mis en cause notre biais dans les questions en disant que vous êtes vraiment négatif. Il y en a même une qui a dit à la personne qui lui a donné le questionnaire, t'as un problème avec le travail. Donc, des collègues ont dû penser qu'on allait trop dans un sens, de manque de temps, et du coup on n'a peut-être pas permis que surgisse cette dimension que vous donnez, mais on a l'impression de vivre dans un autre monde, et que oui. Ce que vous décrivez comme temps de la créativité, en fait, les collègues explosent en disant on ne l'a pas. Oui. Alors, première remarque par rapport à ce que vous avez dit. J'ai pris le temps, en fait, de changer de référentiel. Alors, passer du monde newtonien au monde de la relativité, au sens... J'utilise des plaisirs ce terme, parce que dans les sciences sociales, on s'empaille sur ce terme, mais c'est bien la relativité, c'est bien autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les objets n'ont plus le même statut. Je disais que d'un côté ils étaient fixes, de l'autre ils étaient mous. Et... Vous rentrez avec, à mon avis, avec un questionnaire. Ben oui, mais un questionnaire, les questions sont orientées. Voilà, bien sûr. Donc bon, je ne dis pas que on va sûrement me renvoyer d'autres approches ou d'autres méthodes. Il y a une orientation probablement, mais ce que je veux dire, c'est que les questions sont orientées, clairement. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est qu'on vous renvoie, on vous retourne des questions. Qu'il y ait, probablement vous avez dû poser des questions ouvertes et que ça amène des commentaires et que, en définitive, on vous ait critiqué et que, comme vous dites, ces dimensions-là, elles nous reviennent par comment dire, en négatif ou en creux. C'est ça qui est important, en fait. C'est pas les réponses, c'est les discussions que ça peut ensuite amener. Mais c'est clair que vous rentrez avec un questionnaire et une épistémologie qui, à mon avis, ne vous permet pas forcément de saisir ce dont je parle. Parce que ce dont je parle, par exemple, si vous voulez parler quand je parle d'intimité, je suis assez sérieux. C'est-à-dire qu'il faut du temps, il faut beaucoup d'expérience en commun et un cadre particulier pour pouvoir évidemment avoir ce type de parole.
C'est pour ça que je parlais d'écoute et de parole. C'est bien parce que derrière, c'est quand même assez construit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... Et c'est une autre aussi, c'est une épistémologie située, c'est-à-dire qu'on prend au sérieux la question de la subjectivité. On ne demande pas aux gens leur avis à travers des questions sur leur rapport subjectif. Comme s'ils allaient y répondre. Sans distorsion, sans quoi que ce soit, sans... vous voyez, donc ce que vous me dites, moi, ça ne me surprend pas. C'est pas, ça ne veut pas dire que votre travail, le travail que vous avez présenté n'a pas de valeur. Ça veut dire qu'il a de la valeur, mais que dans la... Mais ça fait partie, voilà, mais il faut en tenir compte, non pas parce que c'est une méthode et qu'on raisonne sur des biais de méthode, mais c'est parce qu'il y a une discussion méthodologique à avoir sur à quoi sert cette méthode, jusqu'où on peut aller avec, comment on peut la tirer, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Hop. Oui, c'est que je poursuis ce débat, mais parce que je pense que vous parlez de deux niveaux différents. Mais la réponse tout de même, je ne pense pas qu'elle est nécessairement d'ordre épistémologique ou méthodologique. Pourquoi lorsque Guillaume Tiffon et Lucie évoquent leur enquête auprès des chercheurs à EDF, ils disent, voilà, qualitativement, par l'ethnographie, par les entretiens, voilà ce qu'on trouve. Le retour de la direction d'EDF, on ne croit pas. Ok, on va faire un questionnaire. Le problème, c'est que le questionnaire corrobore complètement le contenu des entretiens et des observations ethnographiques. Donc il n'y a pas nécessairement... Bon, notre questionnaire n'était pas si génial que ça, on le sait, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement, disons, à débattre tant et plus, disons, de... Par contre, il me semble que je pense que oui. Les niveaux d'appréhension sont différents, c'est-à-dire que il me semble ce que vous avez évoqué, c'est le segment précisément le plus profond, pourrait-on dire, de l'activité scientifique, c'est-à-dire par exemple l'activité de recherche et la relation que le chercheur noue à son activité de recherche, qu'il le vive, disons, de manière infinie, etc. Mais peut-être qu'on en est tous là. Enfin, je veux dire, j'ai un truc que j'avais à finir à écrire et puis que j'arrivais pas. Bon, voilà. Donc c'est infini pour moi. Tant que je n'ai pas fini, c'est infini. Voilà. Donc je ne pense pas que ça soit nécessairement contradictoire, quoi, hein. Je n'ai pas dit que c'était contradictoire. J'ai dit que c'était des méthodes différentes qui permettaient de voir des choses différentes. Je parlais de validation des méthodes. Dans les sciences dures, on est très au courant de ça. Les méthodes, il y a des théories sous-jacentes. Oui. D'accord. Excusez-moi, je n'ai pas dit que c'était en contradiction. J'ai dit que, et c'est pour ça que j'ai fait aussi le petit détour par la méthode et par la modélisation. Votre méthode, elle a une théorie sous-jacente, évidemment. Et il y a une validité associée à ça. Si je peux me permettre. Oui. Je parle pour moi, là. Oui, oui. Attendez les micros. Pardon. Allez-y. Vous nous honorez beaucoup en disant notre méthode. On n'a pas eu de méthode. Dans la méthode que vous avez utilisée. On n'a pas pensé ça comme une méthode. On s'est dit, on veut la parole des acteurs du terrain, comme dans tout colloque d'Alembert. On n'a pas le temps. En plus, on a un problème de public. On va essayer d'intéresser les collègues en avant. Donc, on va leur faire un questionnaire. On n'a eu aucun souci de méthode. Donc, je ne dis pas que vous avez tort dans la différence de niveau, mais on n'a pas eu de méthode. Enfin, oui, mais on de n'est fait. pas rentré comme sociologue là-dedans. Non, mais dit, de fait, on leur pose des questions. De fait, vous utilisez une méthode. C'est-à-dire un questionnaire. Oui. Il doit y avoir plusieurs façons de faire des questionnaires. Peut-être. Non, mais de fait, vous utilisez une méthode. Que vous ne soyez pas conscient ou que vous n'ayez pas une réflexion là-dessus, c'est une autre question. C'est une autre question. Je crois que ça n'a pas été jusque... Enfin, bon. Non, mais que vous n'ayez pas eu cette réflexion, c'est peut-être... ça, je veux bien l'entendre.
mais que vous utilisiez un questionnaire, c'est ce que vous dites, c'est quand même une méthode. Et malgré tout, je vous renvoie à des tas de cours là-dessus, il y a bien des gens qui expliquent comment on fait un questionnaire, pourquoi il faut faire un questionnaire comme ça, quels sont les biais, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on ne peut pas en tirer. En général, on commence d'abord par du qualitatif. L'enquête dont Philippe parle, je sais parfaitement laquelle c'est, parce que, bon, bref, dans cette enquête, il faut savoir qu'il y a d'abord eu une intervention d'un autre cabinet qui a fait du qualitatif. Il a fait de l'intervention, c'est le cabinet Essor, donc qui était à Lyon, qui a fait une intervention en qualitatif auparavant. Il y a eu une deuxième couche donc, qui est passée, donc là c'était du collectif. C'est pas pour rien qu'on fait du collectif, hein. Il y a aussi toute une réflexion sous-jacente sur qu'est-ce que ça apporte le collectif, etc. Donc après, il y a eu des entretiens individuels, notamment pour capturer la parole managériale. Donc ça, c'est la première partie de l'enquête qui a été menée par le Centre Pierre Naville. Bon, moi, j'ai lu le rapport. Oui, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que malgré tout, il n'y a pas des limites. Et quand on fait une intervention, quand on fait ce que vous venez de faire, c'est intéressant d'avoir une réflexion sur les limites, d'ailleurs répertoriées dans les différentes disciplines. Moi, quand je suis retourné à l'école, à l'université, où je suis passé un premier cycle de psycho, mais ça aurait pu être pareil en sociaux ou en anthropologie ou en machin, je pense qu'il y a un cours de base en licence, première année, sur les méthodes de la recherche. Il n'y a pas longtemps, on m'a sollicité pour éventuellement proposer un cours pour une école doctorale pas très loin de méthodes qualitatives à l'usage des gens qui font du quantitatif. Parce que demain, aujourd'hui, on parle beaucoup de big data. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup de données de plus en plus. Ça veut dire qu'en fait, on s'attaque à d'autres tailles de problèmes, donc à d'autres problèmes, et que donc les méthodes statistiques que l'on a, avec des hypothèses sous-jacentes, ne sont peut-être plus adaptées du tout pour pouvoir explorer ces données de façon intelligente. Et pour ça, il faut refaire du qualitatif avant de faire du quantitatif. Quand vous faites du questionnaire, vous êtes un peu du côté du quantitatif, il faut faire du qualitatif. Oui, avant de poser ma question, je voudrais faire une observation au niveau de la valorisation de la recherche. Ce matin, mes collègues qui étaient peut-être d'EDF ont montré que 10% du temps des chercheurs passe à la valorisation. Semble-t-il, c'est la valorisation scientifique et commerciale, sûrement à très court terme. Peut-être que ça permet aussi de préserver des savoir-faire, ce qui est important. Mais je suis quand même très étonnée que ça ne soit plus dans l'air du temps de garder des documents autres que les comptes rendus ou les publications. Comme avant, on gardait quelquefois des brouillons. Bon, ça n'est plus dans l'air du temps, ce qui fait que comment faire après pour que les gens à la suite puissent utiliser des documents actuels en les remettant dans leur contexte ou les analyser du point de vue processus, du point de vue élaboration des idées, du point de vue épistémologique de la discipline. Et ma question, c'est, oui. Que pensez-vous de ça? Et est-ce qu'on peut y voir un lien avec le fait que notre représentation du temps, on a parlé fraction des temps, ou temps d'unité constante, mais jusqu'où va la représentation de notre temps? Jusqu'où va-t-elle? Quelle est notre limite actuelle quand on se projette dans l'avenir? Voilà, je vous remercie d'avoir posé la question. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Moi, l'impression que j'ai, bon, déjà par rapport à ce matin, quand vous dites 10% du temps pour la valorisation, je ne me rappelle plus si c'était vraiment ça ou si... Je pense que, en fait, dans cette organisation, si c'est bien la R&D industrielle dont vous parliez, il y a un temps de plus en plus important qui est, on parle du temps compté finalement, qui est, comment dire, où les uns et les autres sont convoqués pour justifier, en définitive, l'intérêt ou la pertinence, ou en tout cas l'importance, la valeur de leur recherche, on va le dire comme ça, valorisation, la valeur de leur recherche. Et donc ils passent énormément de temps à justifier qu'ils font bien une recherche qui est utile pour
une entité industrielle dont finalement personne ne sait trop, enfin je m'avance un peu, mais ne sait trop vraiment, parce que c'est tellement immense que c'est un peu compliqué quand même de savoir qu'est-ce qui est important du point de vue de cette entité industrielle. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée, cette entité industrielle, donc j'ai aucune idée, pourtant je la connais assez, mais j'ai aucune idée réellement de ce qui est important pour cette entité industrielle. Donc, je pense qu'effectivement, il y a cette demande incessante de justifier son activité. Et à mon avis, il faut quand même le voir du côté du contrôle et de l'organisation du travail, plus que du côté de l'importance pour l'organisation, l'importance même commerciale pour l'organisation en question. C'est effectivement, je crois, hein, moi je ferai cette hypothèse-là, qu'il y a quand même un mouvement qui va plutôt du côté du contrôle. Hein. Je renvoie là, c'est des travaux anciens, mais qui n'ont rien à voir, qui ne portent pas sur la recherche. Mais par exemple, Linhart, lorsqu'il allait faire ses enquêtes chez Citroën, et à un moment donné, il met en évidence que ce qui est important, c'est le contrôle, plus que la production. C'est pas forcément voulu, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément, mais c'est quelque chose qu'on peut observer, en tout cas. Et donc, vous êtes ramené tout le temps à justifier que ce que vous faites est utile. Et si vous n'arrivez pas à vous en... Comment dire, c'est pour ça que je parlais malgré tout d'un temps différent. Si vous n'arrivez pas à vous en échapper, c'est sûr que c'est compliqué après de faire votre métier, quoi. Le reporting, il est très envahissant. Voilà. Alors après, la perception du temps dans ces organisations-là, dans nos organisations, ben, j'ai l'impression qu'elle se rétrécit et qu'on est beaucoup dans des visions à très court terme, voire en fait complètement écrasées. C'est-à-dire c'est le moment, le présent, qui n'existe pas d'ailleurs par définition. C'est le présent qui compte, ce qu'on fait au moment où on le fait. Et ce qui est problématique, effectivement, si on considère avec la recherche, c'est aussi une activité dans laquelle, eh bien, c'est pas qu'on se projette, mais en tout cas, on a une certaine connaissance des questions scientifiques, que l'on essaye de voir les enjeux et qu'on essaye d'anticiper justement ces enjeux-là. Donc là, c'est un peu compliqué si on est pris dans des tas de sollicitations qui vous installent finalement dans une perception du temps qui est ramenée, écrasée au présent. C'est un peu la thèse de Rosa. Alors, comment effectivement valoriser ou tenir compte du patrimoine? Là, je ne sais plus qui c'est qui en parlait ce matin, ou peut-être en début, je ne sais plus, en début d'après-midi. Le patrimoine, effectivement, on est en train de le consommer d'une certaine façon. On ne se préoccupe pas de le faire croître.